Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. 30 mars 2016, le président Faustin Archange Touadéra est investi à la tête de la Centrafrique, alors occupée à 60% par des groupes armés. L'homme promettait alors la pacification de son pays, le retour à une paix durable et la relance de l'économie centrafricaine. 3 ans après son arrivée au pouvoir, comment se porte la Centrafrique? Où en est le désarmement en Centrafrique? Pour en parler, j'ai avec moi 3 Centrafricains. Marie-Reine Hassan, vous êtes économiste du développement, diplomate, ancien ministre femme politique centrafricaine, ancienne candidate à la présidentielle de 2016. Très préoccupée êtes-vous de la situation que traverse votre pays, la Centrafrique? Inquiète. Très inquiète êtes-vous également. Merci, Madame Hassan, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Roger Andjalandi, membre de la majorité présidentielle, délégué zone Europe du MCU, Mouvement Cœur Uni, le parti présidentiel, inconditionnel soutien du président Faustin Archange Touadéra, dont vous défendez le bilan. Merci Roger Andjalandi d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. J'ai également avec moi Edgar Garcia, vous êtes de l'opposition centrafricaine, conseiller national de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, un parti donc d'opposition. Vous êtes par ailleurs le porte-parole en Europe de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé. Merci, M. Garcia. Merci à vous de nous avoir invités. D'avoir accepté notre invitation. Le président Faustin Archange Touadéra n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais il affiche une certaine volonté de pacifier son pays sous son magistère. Plusieurs accords ont déjà été signés. Le dernier en date a été signé le 6 février 2019. Seulement, voilà, 3 groupes armés signataires de cet accord se sont déjà retirés de cet accord. Alors, quel est l'avenir de cet accord? Nous avons posé la question à notre éditorialiste Jean-François Akandi-Combé. On l'écoute, on en parle après. Une des particularités de cet accord, c'est qu'en Centrafrique, en tout cas la plupart des Centrafricains ne se sont pas posé la question de savoir si c'était un bon ou un mauvais accord. Parce que Khartoum, c'est un processus dont la plupart des organisations centrafricaines avaient été exclues. Il y avait des organisations de la société civile, des partis politiques, des organisations religieuses, sachant que toutes ces organisations avaient des propositions de sortie de crise. Mais l'accord de Khartoum a été signé, il a été conclu à Khartoum, il a été signé à Bangui, et pour la plupart des Centrafricains dont je suis, c'était plutôt un sentiment d'espoir pour demain, qui s'accompagnait aussi je dirais, d'une réserve. Maintenant, depuis lors, il s'est passé toute une série de choses. Des décisions ont été prises par le président de la République, de mise en place de structures d'application de l'accord, de nomination du Premier ministre, de formation du gouvernement. Et puis, il y a eu des réactions qui sont venues des groupes armés et des partis politiques, et puis finalement de la société civile, qui sont des réactions plutôt de défiance. Et quand on lit le fond, moi personnellement, quand je lis le fond de ce qui est produit, j'ai fini par me poser la question de savoir si l'accord dont nous disposions était le seul accord et si les engagements qui avaient été pris à Khartoum étaient les seuls étaient les engagements qui figuraient dans le texte que nous connaissons. Et un questionnement d'autant plus que le gouvernement, le président de la République et le gouvernement, jusqu'à ce jour-ci, n'ont toujours pas rendu public l'accord et n'ont pas engagé de campagne de sensibilisation autour, donc on ne sait rien de ce qui a été promis entre le texte. Est-ce qu'il y a eu des engagements verbaux? Est-ce qu'il y a une annexe qui n'a pas été publiée? On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, la parole des groupes armés ne pèse rien au regard des Centrafricains, compte tenu des 8 accords précédents qu'ils ont battus en brèche allègrement. Maintenant, la particularité du processus de Khartoum, c'est que la parole du président de la République et du gouvernement sont en train de perdre aussi du crédit et ne pèsent plus rien au regard des Centrafricains parce qu'il y a des jeux de duplicité là-dedans qu'on ne comprend pas. Maintenant, pourvu que les deux s'entendent, s'ils ne veulent pas être tous les deux balayés par une sorte de tsunami que je ne souhaite pas pour le pays, mais qu'on ne souhaite pas pour le pays, mais qui est ce qui nous attend demain, une forme de déflagration générale si ce processus-là ne réussit pas.
une forme de déflagration générale si ce processus ne réussit pas, dit Jean-François Akandi, Edgar Garcia. L'accord de tous les espoirs, en tout cas celui qui a été signé le 6 février, était considéré comme l'accord de tous les espoirs. Seulement voilà, des défections désormais. Qu'est-ce que ça vous inspire, la situation que vit aujourd'hui votre pays, la Centrafrique? Je pense que une des réponses a été donnée par votre éditorialiste, le compatriote Jean-François Akandi. Nous autres étions conviés à ce dialogue-là comme des simples observateurs. Oui. Des échanges entre les groupes armés et le gouvernement, on ne sait réellement ce qui a été décidé là-bas. Nous, ce que nous savons au niveau de l'URCA, au sortir justement de ce dialogue, le chef de l'État nous a approchés par le canal de son Premier ministre, par rapport à l'article 21 de cet accord qui prévoyait un gouvernement inclusif. Dans cette démarche, nous avons étudié au niveau du bureau politique de notre parti, oui. On a examiné favorablement cette proposition présidentielle. Oui. Sauf que on avait posé des conditions, justement, de notre participation à ce gouvernement, qui étaient des préalables de bon sens, que tout homme politique ou tout homme qui se respecte allait se le poser. Quels étaient nos préalables? Très rapidement, allez-y. Quels étaient nos préalables? Oui. Que le gouvernement nous dise, que le chef du gouvernement nous dise le nombre de portefeuilles qu'il nous propose et le contenu des portefeuilles. Oui. Le chef du gouvernement a prévu revenir vers nous, oui, pour qu'ensemble nous validons, la nomination des gens au gouvernement. Oui. Propos qui n'a pas été respecté, et nous constatons malheureusement que c'est exactement les mêmes raisons que les groupes armés évoquent pour ce. Mais ils évoquent. Alors, je rappelle quand même que le gouvernement d'union nationale, enfin, le gouvernement inclusif qui a été formé par Firmin Grebada, composait quand même, offrait des portefeuilles aux rebelles. En tout cas, il y a un groupe rebelle qui a le ministère du développement, du développement énergétique, et il y a un autre qui a. Enfin, ils sont 3 ou 4 à avoir des postes ministériels. Donc on ne peut pas dire qu'on a oublié tout le monde. Non. Vous comprenez aujourd'hui le fait que quelques jours seulement, moins de 2 jours seulement après la signature de cet accord, des groupes se soient retirés de cet accord. Vous savez, l'inclusivité tient de la diversité des gens qui viennent justement alimenter ce gouvernement-là. On est d'accord. Donc il faut qu'il y ait un consensus sur le choix des hommes qui doivent aller. Le gouvernement n'est pas un lieu de tourisme où on va simplement comme ça décider d'emmener les gens et les mettre dans un panier et on décide de ce que on décide sans leur avis de ce que vous comprenez parfaitement ce qui se passe en ce moment. Mais ça tient du fait effectivement que le gouvernement, en tout cas le président Faustin Archange et son Premier ministre ne respectent pas leur parole. Leur parole. Que répondez-vous très rapidement à ça? Roger Andjalandi, avant d'arriver dans cette émission, je rencontre un de vos compatriotes centrafricains. Il est avocat, il me dit, vous savez, le président Faustin Archange Touadéra n'a peut-être pas tous les moyens, mais il n'a pas le sens de l'organisation, me dit-il. À écouter la réaction du conseiller de l'URCA, il me semble que il est question finalement d'un gouvernement de transition. Il va falloir débattre du format, de qui doit entrer et compagnie. Nous ne sommes pas dans une transition. Cela me permet naturellement d'identifier clairement le problème. D'accord. De quoi s'agit-il? S'il vous plaît. Il est ici question d'un dialogue direct, je dis bien direct, oui, entre le gouvernement et les groupes armés. 14 groupes armés au total, actifs. Sur un constat complètement partagé aussi bien par la communauté nationale et la communauté internationale, oui, il a été relevé toute une constellation de raisons profondes qui expliquent ou qui expliqueraient la récurrence de la crise en Centrafrique. Non, monsieur Andjalandi, vous savez, on va faire une déduction simple. Une déduction simple. Je viens parce que ça permet d'identifier. Oui, c'est important. On signe un accord. Tout le monde est d'accord. Un accord est signé, conclu à Khartoum, signé à Bangui. On forme un gouvernement inclusif, oui, dit-on, et 4 groupes armés signataires de cet accord se retirent. Ça veut dire que la raison est au niveau du gouvernement. C'est une simple déduction. Ça veut dire que le problème se trouve là. Non, justement. Alors qu'est-ce qui est promis et qui n'a pas été tenu? Justement, j'en viens. Si allez-y très rapidement alors. Très bien. Allez-y. Donc, naturellement, il est question donc ce dialogue-là. À Khartoum, le gouvernement a fait
sur un certain nombre de consensus, un certain nombre de concessions. Oui. Ces concessions-là se sont donc formulées en engagements. C'est ça. 21 engagements Absolument. pour le Le gouvernement, document est là. 10 pour la partie adverse, donc les groupes armés. C'est ça. Dans ces engagements, sur 21 engagements, il y a un des engagements qui parle de la mise en place d'un gouvernement inclusif. C'est ça. Là, on parle, l'inclusivité ici est une mesure d'apaisement pouvant permettre donc à l'application de l'accord. Ça ne touche pas l'accord en tant que tel. On est d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a affirmé très clairement, puisque l'objectif même de l'accord était de capitaliser donc les conclusions du forum de Bangui, et dans les forums de Bangui, on reconnaît et non seulement ça, comment on dit ça, capitaliser donc les conclusions du forum de Bangui, mais en plus rappeler un certain nombre de principes. Monsieur, situez le problème. Vous vouliez situer le problème. Mais le problème, il est là. Il est où? Un, capitaliser donc les conclusions du forum de Bangui. Deux, rappeler au groupe armé un certain nombre de principes, le respect des institutions. Roger, à partir de ce moment-là, voici si le communiqué qui vient de nous parvenir. J'en viens. Non, c'est important parce qu'on n'a pas assez de temps dans cette émission. Naturellement, je veux bien. Les 14 groupes armés viennent de communiquer, en tout cas de faire un communiqué conjoint où ils disent, en définitive, les 14 groupes estiment, on est à Addis Abeba, hein? Naturellement. On est à Addis Abeba, ouais. là. Oui, bien sûr. Les 14 groupes estiment aussi que M. Firmin Ngrebada, c'est le Premier ministre, n'est plus crédible. Il ne fait donc plus office de notre interlocuteur pour la suite du processus et doit être remplacé aux fonctions de Premier ministre. De ce fait, les 14 groupes exigent la formation d'un gouvernement d'union nationale. Donc le problème au niveau du gouvernement qui vient d'être rendu. Non, pas du tout. Je ne prends pas pour argent comptant une pression verbale d'un groupe armé qui dit des choses, qui fait des déclarations. Le groupe, c'est pas la première fois qu'ils font ce type de déclaration-là. Ça me paraît être un jeu politique qui consiste à formuler une pression pour essayer de modifier les choses, par le bas, bien entendu. Ouais. Les groupes armés sont partis au dialogue, enfin à l'accord de Khartoum, en connaissant très bien les prérogatives du chef de l'État. Donc, il ne peut pas venir à Addis Abeba, etc., remettre en cause les prérogatives du chef de l'État. C'est comme ça que vous voyez ça. Le chef de l'État garde ses prérogatives, la Constitution est respectée. Le chef de l'État nomme un Premier ministre qui, pour des mesures d'apaisement, va vers le groupe armé. Il n'a jamais été question de partager le pouvoir avec le groupe armé. Il n'a jamais été question de ça. Madame. Donc les groupes armés ne peuvent pas aujourd'hui tenter de défaire un accord auquel ils ont participé. Le propos est très clair. Et c'est ça l'enjeu. Madame Marie-Reine Hassan, là on est là en face de quel jeu politique? Comment vous interprétez ce qui se passe? Les autres attendent un gouvernement, disent-ils, d'union nationale. On leur présente un gouvernement qui visiblement ne leur satisfait pas et ils se retirent de l'accord et on revient au statu quo. Moi, ce que je vois là, et je suis connue pour mon franc-parler, déjà, donc je vais aller droit au but, je ne vais pas tourner autour. On a l'impression, dans cette affaire centrafricaine, et aujourd'hui c'est encore plus clair que ça ne l'a jamais été, que nous sommes en train d'assister à une guerre entre des voyous et des assassins. Et pour dépecer un pays, parce que on en est là. Et alors, on ne respecte pas les populations dans cette affaire et ce sont les populations qui payent le prix fort. Moi, je dis que cet accord, regardez, et il y a eu depuis toute cette histoire, toutes ces crises, parce que ce sont des crises à répétition, depuis, disons, on peut dire 3 décennies. Il y a eu de nombreux sommets, il y a eu des multiples dialogues, des réunions, il y a eu des appels, des suppliques, même le pape est venu en Centrafrique. On a signé un accord à Rome, etc. Rien n'a ramené la paix dans le pays et la sécurité pour les populations de la RCA. Donc, à partir de ce constat, parce qu'il faut être logique tout simplement, on a fait tout ça déjà, mais puisque rien n'a apporté de solution, il faut regarder, il faut envisager les choses de manière différente. Mais c'est ce qu'on ne fait pas. Donc, dans 20 ans, si on continue comme ça, là, dans 20 ans, on va être toujours là, nous, Centrafricains, aller d'accord en accord, de discussion en discussion, de signature, de cessez-le-feu, etc. Et il n'y aura plus de Centrafricains parce que nous ne sommes pas nombreux. Et les gens meurent tous les jours. À l'heure où je vous parle, des Centrafricains meurent. Donc il faut trouver une solution maintenant. Des millions de Centrafricains, ils sont plus de 2 millions à être aujourd'hui en situation de besoin d'urgence. Et je dis, pour finir, et j'insiste dessus, que pour moi, Khartoum, c'est une imposture. C'est une imposture. Pensez-vous? Oui, tout à fait.
Et je l'assume. Il n'aurait pas fallu aller à Khartoum conclure cet accord. Mais non, mais non. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'on n'arrête pas de jouer à ce jeu-là depuis des années. On signe, ça nous a on ne respecte pas, on retourne à la table, voilà. On reparle, on re-signe, on ne respecte jamais. C'est ça, le problème c'est le respect de ce qu'on a signé et l'application. Et ça, jamais on le fait. Madame Samba Panza a fait quelque chose de très bien, enfin elle et toute son organisation, c'est le dialogue. Ce dialogue qui a été organisé en Centrafrique. Parce que quand on discute des problèmes centrafricains, surtout des problèmes aussi vitaux, ça doit se faire dans le pays. Déjà, je ne vois pas pourquoi on va le faire à l'extérieur, pourquoi on est constamment en train d'aller le faire à l'extérieur. On le fait chez nous, avec les Centrafricains qui sont concernés, c'est-à-dire tout le monde, y compris les représentants de la population. Mais il y a aussi la question de sécurité. Il y a aussi la question de sécurité, mais je ne suis pas dans le secret. Si nous avons la MINUSCA chez nous, surtout dans la capitale, alors ils font quoi là? On reviendra tout à l'heure. S'ils ne peuvent pas assurer la sécurité. Je sais que la candidate, l'ancienne candidate que vous êtes, a forcément des pistes. Edgar Garcia, disons les choses clairement. On connaît certaines revendications des groupes armés. M. Ndialandji ne veut pas le reconnaître. Il voulait la primature, entre autres. Il voulait des postes stratégiques du gouvernement, des postes importants. La primature, bon, on l'a déjà vu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où un groupe rebelle a revendiqué, obtenu la primature. Vous pensez que c'est une concession que le pouvoir peut faire dans la situation actuelle? Vous savez, donner des postes stratégiques, y compris la primature, au groupe armé? On a l'habitude de dire que la paix n'a pas de prix. Monsieur Faustin Archange Touadéra était, pour beaucoup de Centrafricains, celui qui était le mieux indiqué pour vraiment rassembler les Centrafricains. C'est ça. Il était un candidat indépendant. Il n'avait pas de pression de parti politique sur lui. Qu'est-ce que si nous, on était à la place de Touadéra, on devait faire? L'URCA, vous avez suivi, M. Adissé Georges Doleguélé et beaucoup de cadres de l'URCA l'ont rappelé, que le pouvoir de Touadéra devait être vraiment la transition, la troisième transition, celle qui devrait réunir autour d'une table, comme Madame le ministre vient de le dire tantôt, à Bangui, prendre justement l'initiative de rassembler autour d'une table en Centrafrique tous les acteurs, les principaux justement acteurs politiques et de la société civile pour qu'ensemble nous trouvions une solution domestique. Monsieur Garcia, vous pensez que c'est une question géographique? Non, nous pouvons solliciter l'appui justement de la communauté internationale pour peu que nous ayons la volonté politique, nous Centrafricains, de le faire. Bon, maintenant, mais on n'en est plus là, on est allé à Khartoum, un accord est signé. Un accord est signé. Pourquoi on ne respecte pas cet accord, ou du moins, quelle est selon vous la disponibilité aujourd'hui de ce pouvoir à faire des concessions? Vous savez ce qui nous a amené à Khartoum, c'est la contestation justement du pouvoir de Touadéra par les groupes armés et sa dénonciation par les partis politiques centrafricains et quelques organisations de la société civile. Et l'accord signé recommande de reconnaître la légitimité du président ainsi que celle de toutes les institutions de la L'accord a également indiqué au chef de l'État de mettre en place un gouvernement inclusif et de faire de la sorte que les Centrafricains soient réunis autour d'une idée pour qu'ensemble ils trouvent des solutions à cette insécurité-là. C'est la démarche que le chef de l'État vient de former, Fimin Ngrebada, n'est pas inclusif selon vous? Mais absolument pas. Un gouvernement qui a été rejeté, on constate que dans le nouveau gouvernement, on reconduit plus d'une vingtaine d'anciens ministres qui ont été contestés, dont le ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité, nous savons que le pays aujourd'hui est confronté à un sérieux problème d'insécurité. Un ministre de la Sécurité qui était aux responsabilités depuis plus de 2 ans, mais qui ne produit pas de résultats, sur quelle base on va le reconduire? Ça, ce sont des cas concrets. Alors, vous parlez de prérogatives constitutionnelles du président de la République. Oui, ça fait partie effectivement de ces prérogatives de former un gouvernement. Le problème, c'est qu'il a promis un gouvernement d'union nationale. Il forme un gouvernement inclusif déjà contesté. Avec 20 anciens ministres reconduits. Permettez quand même, excusez-moi quand même, mais je ne veux pas rentrer dans une rhétorique, vous savez, une rhétorique qui est hors contexte. Nous ne sommes pas en train de discuter de pourquoi de Khartoum, pourquoi etc. Non, nous sommes en face d'un accord. Oui. Cet accord-là dit clairement les choses. Je crois que ça permet de resituer un peu les choses. Oui. Cet accord parle d'un gouvernement inclusif. Oui, il ne dit pas clairement les choses. C'est peut-être là le défaut de cet accord. Est-ce que les protagonistes se sont-ils entendus sur ce que ça veut dire un gouvernement inclusif?
Mais l'inclusivité ici, c'est une mesure d'apaisement pouvant permettre à l'accord de s'appliquer. Oui, mais voilà, donc, voilà le gouvernement formé n'est pas considéré comme le problème, c'est quoi? C'est une fois le gouvernement formé, y compris les observateurs, donc les partis politiques, y compris les groupes armés, se sont lancés dans une approche de l'inclusivité. Alors, ils définissent l'inclusivité à leur taille. À leur taille. À leur taille. Je propose qu'on marque une coup de pause. C'est ça qui est grave. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.